Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Bonjour, je m'appelle Alex. Salut, je m'appelle Lise. Et on est au podcast Voix d'innovation. Merci mesdames d'être là. Donc, Merci pour l'invitation. Bon, pas de souci. De toute façon, on est voisins. C'est sûr. Tout à fait. Donc merci de venir participer au podcast. Juste pour rappel, c'est pour découvrir votre passion, la genèse de tout ça. J'ai entendu dire que vous avez fait aussi des conférences ou que vous allez faire des conférences. Je ne sais pas dans quel ordre c'est. Est-ce que vous les avez déjà passées ou pas encore? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Qui a déjà fait une conférence? Moi. Ouais. C'était ce matin à 11h. J'ai parlé des tests en JavaScript. Ok. Et j'en ai une deuxième. Ah bah dis donc, quel succès. Qui est demain. Et j'ai un co-speaker qui s'appelle Jean-Philippe. Et on va parler de Renovate et des outils de mise à jour des dépendances. Ok. Juste pour vous, nous enregistrons au DevFest, et donc forcément les dates et les heures, ça va être compliqué a posteriori. Nous sommes un jeudi et le DevFest est aussi le vendredi, donc voilà. C'est juste pour rappeler que tout le monde soit raccord par rapport à ça et non, ce n'est pas en direct. Et nous ne sommes pas sponsorisés par NordVPN non plus. C'est important de préciser ça. C'est important de préciser. Du coup, moi c'est demain aussi, enfin vendredi du coup, pour les gens qui regardent, sur l'accessibilité. L'accessibilité. Vas-y, explique-moi un petit peu. L'accessibilité web en général, en fait, sur le fait de rendre des applications accessibles à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le web, il est accessible à très peu de monde, en fait. Il n'y a que 3% des sites web qui sont accessibles. Et c'est catastrophique. Tout à fait. Donc, voilà, 3%, ouais, on peut le dire. C'est un peu mon cheval de bataille d'aller sensibiliser pour l'accessibilité. D'accord. Et les 3%, tu les sors d'où? C'est toi, tu as fait une étude propre? Alors, moi, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai pris les infos. D'accord. J'ai pris les infos sur Internet, j'ai mis tout ensemble. Et il y a des études sur ça, effectivement, qui remontent ces chiffres-là. Et c'est quand même assez effarant de se dire qu'on est en 2024, on a des IA, on a des trucs qui font tout à notre place, mais par contre, on n'est toujours pas fichu de faire des sites qu'on peut naviguer facilement quand on est en situation de handicap. Donc c'est étonnant et dommage. Dommageable. Et dommageable surtout. Pour les personnes concernées. Tout à fait. Et comme ça fait partie de nos métiers, c'est important que tout le monde se sente concerné en fait par ces choses-là. Tout à fait. Et je dirais dommageable aussi pour les applications parce qu'ils perdent des utilisateurs. Clairement. Oui. Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs en situation de handicap. Belle introduction. En tout cas, une belle entrée en matière. Merci. On va commencer par toi? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, tu travailles et tu es professionnel depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans. Oui, c'est ça, 6 ans que je travaille chez Zenica. J'ai commencé en tant que développeuse et maintenant j'ai évolué dans un poste de tech lead. D'accord. Et je suis également manager à Zenica. Bien. Madame? Et moi, ça fait 2 ans que je suis chez Zenica et je suis dev front et je suis aussi manager depuis peu. Donc voilà, et formatrice en accessibilité. Alors, 2 ans chez Zenica ou Oui. 2 ans professionnels? Non, 2 ans chez Zenica, mais le professionnel n'est pas très loin. J'ai commencé la tech il y a 4 ans. D'accord. Donc une reconversion et 2020 quoi. Je suis commencé en 2020. Et donc on va revenir un peu plus en arrière. Quel élément déclencheur ou l'événement déclencheur qui t'a dit c'est dans ce domaine-là que je vais pouvoir m'épanouir? Pas avant, moi. Je suis venue parce que j'ai vu de la lumière en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par la création de sites web. Toujours, déjà l'époque depuis depuis que j'ai un ordinateur dans les mains en fait, j'ai commencé à regarder ces choses. Mais je connais pas. À quel âge à peu près? Alors les premiers sites que j'ai fait, je devais avoir 17-18 ans. D'accord. C'était l'époque MySpace et tout ça, où du coup j'ai commencé à découvrir, je pouvais faire des trucs en fait dessus et changer les couleurs et donc j'ai commencé à creuser un petit peu là-dessus, mais pas vraiment le code. Donc j'ai découvert WordPress, qui m'a donné la possibilité de faire plein de choses visuellement sans coder. Et donc, je me suis éclatée avec WordPress, j'ai fait plein de sites, mais jamais je me serais dit que je pouvais devenir développeuse jusqu'à ce que je découvre des écoles qui forment à ces métiers-là en reconversion, en fait. D'accord. Mais voilà. Très bien. Et pourquoi tu as pris le choix de rendre les sites accessibles ou en faire une conférence sur l'accessibilité? C'est quelque chose qui me touche. Moi, je suis en situation de handicap, donc l'accessibilité, les problèmes d'accessibilité, je les connais dans la vie en général.
Et sur le web, en fait, quand j'ai découvert que c'était pareil, voire pire, je me suis sentie un peu responsable en tant que dev de pouvoir changer ces choses-là, de pouvoir agir dessus. Et quand moi j'ai commencé à me former, je me suis rendu compte que les gens autour de moi, la majorité, ils sont pas formés en fait. Dans les écoles, on n'en parle pas vraiment. Dans toutes les formations de dev, j'ai vu plein de dev front qui sont très doués, mais quand on leur parle d'accessibilité, ils n'ont pas la connaissance nécessaire et souvent ils surestiment la difficulté. Donc ça leur semble insurmontable en fait de gérer tout ça, alors qu'en fait ça l'est pas. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller leur expliquer comment on peut faire, que c'est pas si difficile, que voilà, d'ouvrir un peu cette discussion-là pour porter la voix un peu des personnes en situation de handicap aussi. Très bien, très bien. Et donc, on va dire le même principe pour toi. Quel était l'élément déclencheur ou la genèse de ta passion sur l'aspect tech et dans la globalité, on va dire, du monde informatique? Alors, moi, c'était un peu plus non conventionnel, on va dire, et encore, parce que j'ai fait une école d'informatique finalement, donc quand même assez conventionnel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me destinais pas du tout à ça. Je voulais faire sage-femme quand j'étais en 3e, donc absolument effectivement, rien à voir. Et puis en fait, j'étais plutôt douée à l'école. J'ai fait un bac S. J'ai fait une école d'ingénieur après. Et il se trouve que j'avais plutôt des bonnes notes en informatique. J'avais aussi des bonnes notes en chimie. Du coup, je me suis retrouvée dans un dans un cursus assez bizarre à faire la moitié de chimie, la moitié d'informatique. Donc j'ai choisi informatique. Et voilà, me voilà partie dans cette voie-là. Donc j'ai fait la fin de mon cursus en informatique. Mais quand même, j'étais quand même attirée par ce genre de choses. J'aimais beaucoup construire des choses. Depuis toute petite, j'aimais bien les Lego, voilà, construire des choses qui sont assez visuelles, etc. C'est pour ça que je suis aussi dev front. Je trouve ça cool de construire des trucs et on le voit évoluer au fur et à mesure. Je trouve ça assez satisfaisant. Mais ouais, c'est vraiment cette partie création. Et puis j'aime bien aussi toute la partie aussi bonne pratique. Comment écrire du code de qualité, comment faire les choses bien. C'est des choses qui me tiennent à cœur et qui aujourd'hui me font évoluer du coup vers plutôt un rôle de tech lead. D'accord, ok. Je vois bien le truc. Donc là, on est dans des cœurs de métier bien ciblés et des motivations très très ciblées en fait en ce moment. Une autre question qui est moins sur votre personne, mais plus sur votre retour d'expérience. Quel est l'outil ou le principe qui a bouleversé ou qui a changé ta manière de travailler? Oula. On parle d'accessibilité, on parle de plein de trucs et il y a beaucoup de choses qui peuvent exister qui ne sont pas encore connues. C'est une excellente question. Tu veux répondre en premier, comme ça je réfléchis? C'est vrai que c'est pas facile comme question. Effectivement, j'aurais dit peut-être l'IA et ChatGPT, etc. Mais personnellement, je l'utilise pas encore. Je pense qu'il y a des personnes qui l'utilisent, beaucoup plus que moi personnellement. Moi, je pense plutôt un outil que j'utilise qui est plutôt Renovate, donc qui va être un outil dont j'ai une présentation demain. Des outils, en fait, Renovate des Pandabots, qui sont des outils qui vont aider à la mise à jour des dépendances. Souvent, la mise à jour des dépendances, c'est chiant, on n'a pas envie de le faire, c'est rébarbatif. Alors que là, on a une facilité à justement mettre à jour ces dépendances. Tant qu'on n'a pas l'outil, on est obligé d'aller chercher l'info, d'aller chercher quels sont les impacts, etc., etc. Alors que là, l'outil nous propose lui-même les dépendances, voire peut mettre à jour tout seul s'il n'y a pas d'impact majeur et qu'on n'a pas de code à changer véritablement. Ça reste à la main de l'humain pour l'instant. Pour l'instant, Eh bien, on peut l'avoir directement dans notre code, quoi. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui... j'ai vu la différence en l'ayant mis en place. On a du retard sur des dépendances, plusieurs versions majeures de retard sur des projets qui sont vieillissants, etc. En mettant ça en place, et on prend le rythme. Par exemple, le lundi matin, on passe en revue tout ce que Renovate nous a ouvert comme pull request, comme merge request. Et on va pouvoir les valider, les faire passer, etc. Et ça, je pense que c'est un peu une petite révolution dans le monde informatique. En tout cas, toi, tu l'utilises et ça t'impacte dans ton quotidien. Ouais. Ok. Je vais changer un peu de sujet dans votre carrière et dans votre expérience. Quel a été le plus gros obstacle ou défi dans ta carrière et dans ton vécu pour te dire que tu arrives là, maintenant, au DFS à faire des confs? Ma confiance en moi. Le défi est humain. Les défis, pour moi, ils sont essentiellement humains, plus que techniques. J'ai jamais eu trop de problèmes avec la technique.
mais vraiment avec le syndrome de l'imposture, arrivé à trouver ma place, à avoir confiance en moi, à me sentir légitime. En tant que junior, en tant que reconvertie, en tant que femme, je l'ai cumulé un peu. Donc voilà, ça a vraiment été un gros défi. Quand je suis arrivée chez Zenica, j'étais une petite souris qui se cachait dans un coin. Donc me dire aujourd'hui, 2 ans après, je suis au Defest, c'est pareil. Et tu fais des interviews. Et je fais des interviews. Et pour toi, madame? Eh ben, je pense que c'est un peu la même chose quand j'étais petite. J'avais une peur bleue de parler aux gens. J'avais une peur bleue de, ne serait-ce qu'aller commander du pain à la boulangerie. D'accord. Je faisais tout un sketch pour ne pas y aller. Mes parents m'ont forcé et je les remercie maintenant parce que ça me sert aujourd'hui d'aller voir des gens. À parler devant quelques personnes. Voilà. Et ça c'était je pense, un défi que j'ai depuis toute petite et qui, au fur et à mesure, à force de clairement me forcer à aller parler devant des gens, une audience totalement diverses et variées, dans des salles qui sont magnifiques, etc. À chaque fois, je repousse cette limite de ce que je considérais impossible. Et voilà, pour moi aussi, c'est principalement les défis sont humains. J'ai vu que tu avais rebondi, tu as dit, tu as acquiescé. Oui, repousser les limites. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui se challenge beaucoup. D'accord. Je m'ennuie très vite s'il n'y a pas de challenge. Okay. Donc, je les enchaîne un peu. C'est un peu fatigant pour les autres en général. Mais ouais, je suis aussi comme ça, de repousser la limite. Et à chaque fois, me dire, OK, c'est dur. Et puis après, je l'ai fait, je vais aller plus loin. Et petit à petit, comme ça, on arrive à faire des trucs. J'ai l'habitude de dire, faut sortir de sa zone de confort parce que c'est là que se trouve la zone de magie. Wow, bien. C'est pas de moi. Mais je répète, je sais pas. Tu sais pas non plus. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça génial. Ne vous inquiétez pas. Okay. Et donc, madame, pour terminer un peu cette interview, là où nous sommes en Defest, c'est quoi pour vous le Defest? C'est quoi l'impact chez vous, chez les autres? Comment tu pourrais résumer un petit peu le Defest à ta manière? Le partage. Le partage et la communauté, c'est hyper important. C'est hyper important pour toi? Pourquoi? Déjà parce que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des valeurs Zenica, je pense aussi. C'est un peu pour ça qu'on y est probablement. Certainement. Et parce que c'est ça qui fait grandir tout le monde, de partager ses connaissances, en apprendre d'autres personnes qui en ont d'autres. Ça fait grandir la confiance en soi de chacun aussi. Donc je pense que c'est important. Et participer dans les communautés, ça fait cette émulsion justement. Il y a besoin que chacun participe. Très bien. Je rejoins totalement Alex. En effet, le partage pour moi c'est la chose la plus importante. Dans une conférence, on a toutes et tous des choses à apprendre de chacun et chacune. Je suis conférencière sur 2 talks, mais je vais aller voir d'autres talks pour en apprendre aussi sur d'autres sujets que je maîtrise beaucoup moins. Et c'est normal, chacun a ses zones d'expertise, etc. On ne peut pas être expert sur tout, mais voilà, on peut toujours en apprendre. Ces moments de partage qu'on a et dans les conférences et sur les stands, entre 2 conférences, avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on va toujours trouver des choses à apprendre, à partager, et je trouve ça fou. C'est pour ça que les conférences, c'est quelque chose que j'apprécie et je propose toujours des talks comme ça partout en France. Je trouve ça top. Ok. C'est parfait. C'est super. Merci beaucoup. Vous voyez, 2 dames passionnées, ça existe. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et j'espère qu'il y en aura encore plus. Il y en a. Et il y en a, heureusement. Heureusement qu'il y en a. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Et écoutez, je vous souhaite bon courage pour toi et tous les encouragements. Et je vous dis à très vite et très bonne émission. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.